Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Uge Ride. Oh, Lars van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ont pris des risques insensés à 2 semaines du mondial. Je t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. 20h03, aujourd'hui on est quasiment à l'heure. Première partie d'émission, cette fois-ci ce sera avec Amandine Fouquenet, toujours pour Arkea BNB Hotel. La semaine dernière on a vu Clément Venturini à la fin, aujourd'hui on aura l'invité au début. Donc on aura une bonne demi-heure avec elle pour la questionner sur sa situation actuelle, sur son avenir dans le cyclocross et dans les pelotons féminins. Et puis après évidemment on débriefera ce qui s'est passé ce week-end à Moelbeke, le premier exactocross de la saison. Un bon petit quart d'heure, voire même 20 minutes de débat. Et on finira par Brunemat. Et en attendant, on accueille Amandine Fouquenet, championne de France. Comment ça va, Amandine? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Salut. Non seulement elle est plus que à l'heure, elle est même en avance. 20h04. Merci en tout cas d'être avec nous. Première question comme ça, Amandine. Où t'es là en ce moment? Où t'en es? T'es en fin de saison? Est-ce que tu cours encore? Qu'est-ce qui se passe dans ta carrière en ce moment? Non, là pour l'instant, moi ma saison de route elle est terminée. Là, je suis actuellement en stage en altitude à La Plagne pour préparer la saison de cyclocross. Ah ouais, il y a de la connexion à La Plagne. Ouais, on calme très bien. La connexion à La Plagne, elle est meilleure que celle dans les Vosges. Hein. T'es très très mal placé pour faire des vannes. Amandine, la semaine dernière, on a eu Clément Venturini, donc ton coéquipier dans l'équipe homme d'Arkea BNB Hotel, et lui était dans le flou. Alors toi, tu prépares déjà la saison. Lui, il nous a dit la semaine dernière, on m'accompagnera pas financièrement sur la fin de saison, donc pour l'instant, j'ai pas programmé de cross. Qu'en est-il pour toi? Moi, je vais faire la saison de cyclocross et puis j'essaye de trouver des partenaires pour pouvoir financer la saison de cyclocross. Et en tout cas, j'ai vraiment pas envie de lâcher. Comme le disait Steve aussi la dernière fois, je pense avoir aussi pas mal de capacités en cyclocross. Donc, j'ai vraiment envie de me montrer dans cette discipline. Et la route, je me fais tout autant plaisir, mais je pense que j'ai plus de résultats en cyclocross. En tout cas, pour le moment, même si j'ai vraiment envie de continuer la route aussi. Oui, t'es dans la même dimension que Clément, c'est-à-dire qu'à date, aujourd'hui, Arkea ne t'accompagnera pas finalement sur l'hiver, tant en termes de matériel, de déplacement, etc. Pour le matériel, les vélos et les roues sont mis à disposition, mais après financièrement, non, on sera pas accompagné. Tu te débrouilles, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Steve, avant qu'on enchaîne sur les questions pour Amandine, on va quand même rappeler son palmarès récent. C'est pour celles et ceux qui nous écoutent qui la connaissent pas forcément. L'année dernière, tu as fait 20 cyclocross. Tu as été championne de France pour la 2e fois. Tu avais déjà été championne de France en 2021. Parmi quelques faits de gloire quand même, 5e des championnats d'Europe, 10e des championnats du monde. Tu as participé à 10 Coupes du Monde et à chaque fois dans le top 15, sauf une fois où tu as abandonné. Meilleure performance 9e à Uge Ride sur un tracé quand même assez réputé. Comment tu la juges ta saison et est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli l'année dernière? Ouais, l'année dernière c'était une saison beaucoup plus régulière que les autres saisons. Après, j'ai été championne de France sur le circuit de Pontchâteau pour la 2e fois, un circuit que j'apprécie vraiment, en plus à côté de la maison, donc c'est top. Et j'étais contente de ma régularité en tout cas l'année dernière. Même j'étais un petit peu déçue pendant la saison parce que je pense que je prenais des départs un petit peu plus sûrs que les autres années. Et finalement, des fois, le petit gap que j'avais pas, où j'étais pas avec les filles les premières au départ, il me manquait un petit peu à la fin. Mais non, en tout cas, très contente d'avoir trouvé une régularité. Et puis après, j'attendais juste ce top 10 que j'ai réussi à atteindre sur la dernière Coupe du Monde. Mais voilà, je pense que j'avais le niveau, juste il me manquait quelques trucs. Et non, en tout cas, je suis assez contente. Dans les coms, très drôle, Laurent, elle a 2 fois plus de titres que Steve Chenel. Bah oui, effectivement, mais bon. Elle a pas gagné à Kellnuck, Amandine. Elle a pas gagné. Anto, tu veux enchaîner? Ouais, petite question. Ouais. Tu l'as dit, Arkea, donc te laisse le matériel et les roues, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour l'instant sur ton calendrier? Est-ce que tu vas plus du coup courir en France, dans ta région, ou est-ce que tu vas quand même aller sur les Coupes du Monde, essayer de faire le maximum? On sait que c'est très important pour le ranking aussi d'aller récupérer des points, essayer un petit peu partout. Comment tu vas la jouer? Non, j'ai vraiment envie de montrer de quoi je suis capable, donc je vais quand même aller en Belgique. Je pense que
voilà, il faut que je mette du mien pour essayer encore de me faire repérer et d'espérer trouver une équipe. Mais non, je pense que dans tous les cas, bon, en France, on a un très bon niveau, mais je pense que si je veux vraiment progresser au niveau mondial, il faut quand même aller se bagarrer en Belgique ou aux Pays-Bas sur les courses. Après, j'ai quand même Köln qui est à côté de la maison, donc j'irai faire un petit détour là-bas. T'as raison, il est bien le parcours. Ouais. Tu parles justement du niveau des Françaises. Alors c'est vrai que on voit beaucoup sur les manches de Coupe de France et sur les manches de Coupe du Monde qu'on diffuse sur Eurosport et sur HBO. En général, ce sont surtout les Néerlandaises qui sont devant, quelques Belges, et vous flirtez avec le top 10. Qu'est-ce qui vous manque encore? Quand je dis vous, c'est toi, c'est Hélène Clausel, c'est toutes les Françaises qui viennent régulièrement pour aller titiller les toutes meilleures, pour aller jouer plus régulièrement, peut-être des top 5, voire des podiums. C'est quoi? C'est la connaissance du terrain, c'est la répétition des efforts. Comment tu juges le petit gap? Je pense que c'est beaucoup d'entraînement de technique. Moi, je sais que l'année dernière, bon, j'ai réussi à combler, on va dire, le manque physique, mais techniquement, je suis vraiment pas la meilleure. Et non, je pense que c'est surtout ça. En fait, on se rend pas compte, mais c'est quelques secondes par-ci par-là dans chaque virage. Et ouais, c'est ce qui nous manque un petit peu de pratiquer plus de cyclocross chez nous. On sait que les Néerlandaises ou les Belges se rencontrent tous les mercredis sur un site de cyclocross et en même temps ils se font, je suppose, des petites courses tous les mercredis pour se titiller, etc. Donc je pense que ouais, c'est surtout de la pratique qui nous manque. Non, mais c'est c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, Amandine. C'est vrai que l'année dernière, nous, on a commenté un paquet de cyclocross et effectivement, je pense que physiquement, nous, côté français, on n'a rien envié aux Belges et aux Néerlandaises, ni même aux quelques Américaines qui arrivaient et qui étaient très fortes. C'est juste qu'effectivement, techniquement, il y a tous ces mercredis, ces espèces de petits fighting où on est en concurrence et on est quand même sur des parcours qui sont, excusez-moi les gars, on en reparlera tout à l'heure, mais quand j'ai encore vu le circuit de Meulebec, les circuits belges, c'est des circuits particuliers. 80% des courses se déroulent en Belgique avec des demi-tours à tout va, avec une seule caméra, tu fais 12 allers-retours et du sable. Et nous, en France, on essaye en tout cas de respecter un maximum la réglementation avec des circuits très larges où on peut doubler partout, avec des beaux dévers, avec des trucs où finalement il y a, à mon sens, plus de suspense et à la fin du premier tour, le classement n'est pas figé comme en Belgique. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Amandine. Je pense que techniquement, il y a vraiment un truc à faire et aussi s'approprier les circuits. Et c'est là où on reparlera aussi de Brumat. J'ai trouvé que Brumat, dans son traçage du parcours, a été très très bon. Il y avait des parties, pour moi, qui étaient des parties françaises et des parties à la belge avec des enfilades monotraces où de toute façon, il faut y aller pour progresser. Mais effectivement, Amandine, là, je te rejoins. Vous avez rien à envier. Tu n'as rien à envier. De toute façon, tu sais très bien ce que je pense de toi. Tu as un gros potentiel en cyclocross. Et effectivement, je pense qu'il faut bouffer des virages et du sable. Okay. Je vais revenir là-dessus. Il y avait justement une question qui avait été posée. On a mis les petites questions sur l'Insta. Et il y avait justement quelqu'un qui avait posé une question. Alors, j'ai plus le nom, mais la personne avait demandé combien d'entraînements spécifiques cyclocross tu fais par semaine, si t'en fais. Justement, je sais que c'était un de mes défauts. En fait, j'adore le cyclocross, mais c'est pas quelque chose que j'aime m'entraîner à la maison. Quand tu te retrouves tout seul, c'est pas évident en fait de réussir à, on va dire, trouver des parties un peu techniques, se dire que finalement là, je vais me battre avec quelqu'un. Je pense que quand il y a quelqu'un à côté de toi, c'est un peu plus facile. Et non, donc là, j'en ai fait un peu plus cette année parce que j'ai vraiment envie de passer un cap. Donc là, j'en faisais 1 à 2 fois par semaine. Mais après, on a fait un petit stage aussi avec Hélène où est-ce qu'on a travaillé un petit peu dans le cyclocross. Donc là, déjà, on se retrouvait toutes les deux contre. Déjà, ça, il y a un petit truc en plus pour se motiver et se batailler, quoi. Faire un hiver comme tu as fait l'année dernière et comme tu fais régulièrement, Amandine, ça représente quel niveau d'investissement à la fois physique et financier? Dès que la saison sur route s'arrête, tu switches complètement en mode cyclocross pour 3-4 mois et tu penses qu'à ça? Ouais, en fait, je trouve que c'est deux disciplines qui se complètent et j'aime tout autant l'une que l'autre. En fait, le cyclocross, je sais là que je cours vraiment pour moi et sur route, je suis plus là pour aider les filles, mais en fait, je trouve que ça me fait du bien de switcher l'une dans l'autre parce que t'as un moment en fait où tu te retrouves seule et voilà, c'est vraiment pour toi. Mais je trouve que à la fin de la saison de cyclocross, je suis contente de retrouver
d'autres personnes aussi autour de moi, et on est un peu plus nombreuses et on se retrouve entre nous comme ça, c'est sympa. Donc, ouais, voilà. Et la fin de saison justement avec Arkea, BNB, Amandine, on a posé la question aussi à Ventu la semaine dernière. On sentait bien qu'il y avait quand même une épée Damoclès. Ventu nous disait vraiment que lui, dans l'équipe masculine, c'était très très soudé. Il y avait vraiment un esprit familial, etc. Est-ce que vous, chez les filles, il y avait comme une envie de faire sa course pour trouver une place, ou t'as senti qu'il y avait quand même une vraie cohésion et que de toute façon, voilà, il y avait des chances que ça se termine, mais on restait unis et il fallait faire le taf? Non, nous, on est vraiment restés aussi très soudés. On s'entend vraiment toutes très bien aussi ensemble. Donc, non, on avait pour consigne, si c'était au sprint, peut-être au début de la course, on essayait de chacune, si on pouvait voir une échappée pour essayer de se faire montrer. Mais même si on sait que ça allait pas non plus tout changer, dans tous les cas, après, une fois arrivé au sprint, on faisait tout pour notre sprinteuse. Donc, non, on était restés vraiment unis. Et le but, c'est quand même de faire briller les couleurs jusqu'au bout. Et on sait jamais, peut-être que ça peut quand même attirer aussi d'autres sponsors, de se dire que finalement, même si on sait que la fin approche, on reste tout le temps unis. Ça peut peut-être montrer aussi notre force de rester ensemble. Là, à date, vous avez toujours pas de communication, même si nous avec Tonio, Tonio, regardez encore ce matin, c'est dans le Télégramme ou c'est Ouest France où il y avait encore un interview de Manu, Tonio, Télégramme, Ouais, non, qui j'ai disait vu tout à l'heure passer, je sais plus, il a dit que c'était ça sentait pas. Ouais, mais bon, il y a pas d'officialisation pour l'instant. Non, c'est ça, non, mais on n'a pas plus d'infos non plus, nous. Okay. Amandine, la semaine dernière, Clément nous disait, je suis avant tout un cyclocrossman qui est devenu routier. Toi, tu te considères comment? Avant tout crossman, avant tout routière? Tu places ça à 50-50? 50-50 parce que je viens du VTT de base et en fait, quand j'ai rencontré mon ancien entraîneur, il m'a dit qu'il pouvait plus m'apporter sur route, et ensuite j'ai fait le cyclocross. Donc je suis vraiment 50-50. Bicrosseuse. Pendant qu'on parle un peu de la route. Attends, vas-y, Steve. Toi, elle nous parle de VTT, et justement le VTT, d'aller peut-être dans un team qui te permet de faire et VTT et cyclocross plutôt que route et cyclocross. On sait que c'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui te branche ou pas du tout? J'avoue que j'ai réussi à tourner la page du VTT. L'ambiance, c'était quelque chose que j'appréciais, mais finalement, je trouve ça bien de me retrouver avec d'autres personnes aussi, en fait, sur route, courir différemment, on va dire. Et les circuits ont changé aussi. Hein. C'est pas ouais, les mêmes qu'avant. Et il y a FX Raleigh qui est dans le chat, qui commente le VTT. On lui fait un petit coucou. Il a commenté tout à l'heure la vidéo. Pendant qu'on parle de toutes ces disciplines, Amandine, il se trouve que sur la route, tu as aussi participé aux 3 premiers Tours de France Femmes avec Zwift en 2022, en 2023, en 2024. Alors j'ai 2 questions qui résultent de ça. Déjà, qu'est-ce que tu en retires personnellement de ces expériences, même si la deuxième s'est arrêtée assez rapidement? Et surtout, est-ce que tu vois que le cyclisme féminin grandit à vue d'œil? C'est le constat qu'on fait un petit peu tous. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu le vis pareil? Ouais, il y a vraiment une dimension différente, même de moi quand j'ai commencé à être professionnelle sur route et quand le Tour de France est arrivé. Même sans parler du Tour de France, il y a aussi les courses en Belgique qui étaient beaucoup plus télévisées, etc. On a une toute autre dimension quand même, avec beaucoup plus de visibilité. Et là, je trouve qu'on l'a encore plus vu cette année. Et le fait, les personnes sur le bord de la route cette année, c'était vraiment impressionnant, je trouve. Et non, je pense que ça va vraiment dans le bon sens, et je pense que Marion fait vraiment les choses bien pour pas que ça s'arrête et que ça perdure dans le temps. Et non, je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution. Ah, c'est pas Jérémy qui va te contredire, puisque lui, tous les ans, il bosse sur le Tour féminin. Donc regarde, il a même mis le. Je l'ai mis exprès. Je l'ai mis exprès parce que tu étais là. Je t'ai pas habillé comme ça tout à l'heure quand on a fait les tests son. Les deux peuvent en témoigner. Sale menteur. Tu l'as depuis ce matin à 8h, tu l'as. J'ai dormi avec même. C'est mon pyjama si je t'écoute. Tonio, il y avait d'autres questions qu'on avait mis de côté là, qui avaient été posées sur Insta. Ouais, attends, je les reprends de suite parce que ça s'est verrouillé. Ouais, il y avait une question de Ludovic qui demandait le gravel. Est-ce que on avait posé un peu la même question à Clément la semaine dernière. Le gravel, est-ce que t'as testé, ça te tente pas, la participation au championnat de France qui était la semaine dernière en préparation. Enfin, tu disais que t'étais à la montagne pour l'instant. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est quand même entre la route et le cyclocross, donc c'est des choses que j'apprécie vraiment. Donc pourquoi pas tester un jour, ça serait sympa. Ouais,
la longue distance et puis un peu de pilotage, donc un bon mélange des deux. Trouver un bon team et puis c'est parti. C'est ça. Ouais, il y a pas mal, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en train de se monter justement dans le gravel et sont en train de pas mal prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Ouais, il y avait quelqu'un qui avait, alors, il n'y a pas son nom, c'est un pseudo qui demandait ton avis sur une éventuelle possibilité d'arrivée des JO, du cyclocross aux Jeux Olympiques. Bon, c'est assez lointain et on n'a toujours pas de réponse non plus, mais voilà. Qu'est-ce que Je t'en pense que penses? ça pourrait être aussi une belle chose pour les équipes que de voir la discipline du cyclocross aux Jeux Olympiques et bah même pour nous ça, enfin, je sais pas, ça serait quelque chose d'exceptionnel, je pense, de voir le cyclocross aux Jeux Olympiques et ouais, ouais, je sais pas, mais je pense que ça serait une super belle chose qui puisse arriver pour notre discipline. J'en Le fait que profite. tu vois arriver, pardon Jérém, je te coupe parce Non, que vas-y, vas-y. j'ai parlé avant. De toute façon, c'est toi le chef, hein. Même si t'avais parlé après, je t'aurais quand même laissé parler avant. C'est lui qui peut te muter, c'est lui qui a la commande, hein. Non mais justement Amandine, moi je pensais à ça par rapport aux Jeux Olympiques. C'est vrai que ça paraît loin, 2030, mais ça va aller assez vite. On sait qu'il y a aussi les jeunes qui poussent. On a Lise Révol, on a Célia Géry. J'ai l'impression qu'en France, on a un vrai pôle là de françaises. Tu as vécu l'équipe de France depuis un petit moment. Comment tu sens ce groupe France justement évoluer? Parce qu'on parle souvent des équipes, on parle de la saison, mais quand même la course la plus importante, ça reste le championnat du monde. Et comment tu te sens toi au sein de l'équipe de France? On sait que François, il aime bien quand il y a une vraie cohésion. Ouais, non, carrément, il nous met vraiment dans de très bonnes conditions. Il prend des nouvelles assez régulièrement de nous et je trouve que, ouais, que ça nous permet déjà de nous mettre en confiance avec lui. Et bah, il a toujours dit un jour on les battra, ces Néerlandaises et ces Belges. Et j'ai vraiment envie de lui montrer que voilà, ça sera possible. Et bah, on voit que déjà chez les jeunes, ça pousse plus qu'avant. On a beaucoup plus de résultats. Avant, on n'avait pas ça chez les féminines. Donc je pense que oui, il va réussir à avoir, avoir ce qu'il veut. Et c'est chouette de montrer que la France, voilà, elle peut se battre avec justement des teams et une équipe de France qui met plus, on va dire, à disposition bah, les chances de performer. Bah, ça marche en fait quand on met tout ça en place. T'as parlé de Célia Géry, Steve, je vais rebondir là-dessus. Je précise aussi que tous ceux qui ont loupé la story Instagram pour poser les questions, vous pouvez les poser en commentaire et on les relaiera, hein, parce qu'on les voit toutes passer, donc il y a pas de souci. Par rapport à Célia Géry, tu l'as battue l'année dernière à Pontchâteau pour devenir championne de France. Bon, c'était assez serré, vous étiez trois en 2 secondes. Est-ce que tu la crains pour l'avenir? Est-ce que tu as conscience que le maillot il sera de plus en plus difficile à aller chercher et jusqu'où elle peut aller? Parce qu'elle est déjà championne d'Europe et on l'avait commenté sur Eurosport ensemble, Steve, rappelle-toi, chez les espoirs en battant notamment Marie Schreiber. Là, elle est devenue championne du monde espoir sur route. On a vraiment l'impression que là, le cyclocross et le cyclisme sur route français tient une pépite. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment. Après, je trouve ça vraiment chouette aussi de pouvoir se battre avec justement des filles qui, à l'international, performent. Donc, ça va vraiment tirer le groupe de l'équipe de France vers le haut, de voir que, ouais, on peut se battre et qu'on peut avoir des places sur les mondiaux, sur les Europes. Et bon, après, j'ai envie de dire que si je pars déjà défaitiste qu'elle va me battre sur les France ou autre, bah, je peux déjà arrêter de m'entraîner. Donc non, j'ai envie de croire que voilà, je peux la battre. Et puis je l'ai battue quand même cette année, on va dire au sprint à Pontchâteau, alors qu'au sprint elle va plutôt bien. Donc je pense que non, je fais tout pour pouvoir bah, performer et gagner aussi. Il y a 2 questions qui viennent d'être posées du coup sur le chat. La première, quels sont tes objectifs en Coupe de France cette année? Et la deuxième, quel est ton rôle vis-à-vis des plus jeunes aujourd'hui? Alors j'imagine à la fois chez Arkea BNB et aussi en équipe de France. Est-ce que tu commences à endosser petit à petit le rôle de capitaine avec ton expérience? Alors, la première question pour les Coupes de France, je vais faire que Kölnök normalement parce que bah, voilà, ça va tomber après sur la Coupe du Monde de Namur, la troisième, et la première, je serai Overijse. Et comme Kölnök, c'est à la maison aussi, ça me fait plaisir de pouvoir courir à la maison. Après, je suis vraiment contente de pouvoir apporter aussi mon expérience. Après, comme je disais juste avant, techniquement, c'est pas moi qui peux apporter les meilleurs conseils, mais en tout cas, je sais que si il y a quelque chose ou quoi, je suis vraiment ouverte et peut-être que au premier abord, je parais un petit peu fermée, mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir apporter ce que je sais et ce que je peux aux jeunes. Je trouve que apporter un peu de son expérience et même pouvoir gérer certaines choses, des fois avant les courses,
sans parler du circuit en lui-même ou quoi, je trouve ça intéressant de pouvoir parler entre nous et de pouvoir s'aider pour, comme je le disais juste avant, de monter le niveau français au plus haut niveau. Steve et Otto, vous parlez souvent de cette approche mentale, les jours de championnat, etc. Quand on est double championne de France, quand on a fait des top 5, des top 10 dans les grands championnats, c'est peut-être là qu'on a beaucoup à apporter à celles qui découvrent ces grands jours sous pression. Oui, et puis. Ouais. Vas-y. Steve va répondre parce que Sinon, il a été Steve champion le de France, chef. donc c'est ce que c'est. Non, vas-y. Non, Non, mais- après, on a toujours dit, jour de championnat, tout peut arriver, mais gérer un championnat de France, enfin gérer un championnat sur le championnat de France, sur le championnat du monde, sur le championnat d'Europe, ça restera particulier en fait. Tu peux plutôt, je pense, et Steve sera plutôt d'accord avec moi, tu peux aider des coureurs et des coureuses toute l'année, mais un championnat, c'est voilà, on sait qu'il y a un enjeu ce jour-là, il faut être prêt le jour J, il faut que, comme on dit souvent, les planètes soient alignées. T'as beau donner tous les conseils que tu veux, si le gars ou la fille fait comme on dit caca culotte, ça marchera pas. Voilà. Oui, Donc il faut tout avoir et voilà. Et c'est là où justement, Jérém, et ça me permet de rebondir sur Pontchâteau. Le titre d'Amandine l'année dernière, je pense, pour moi, hein, sincèrement, que c'est le titre de l'expérience. Parce qu'effectivement, être capable de garder ses nerfs pour un titre élite sur un circuit comme Pontchâteau, où il faut pas lancer de trop loin, croyez-moi, je l'ai fait l'erreur, ne pas attendre le dernier moment, être sereine sur ses capacités, etc. C'est pas forcément facile. Et c'est là où je pense qu'Amandine a vraiment un coup à jouer, même au niveau international. C'est qu'aujourd'hui, elle commence à avoir un nom, elle commence à avoir un palmarès. Effectivement, techniquement, tu as encore à progresser, mais je pense que là, ça y est, tu arrives à un âge où tu peux aller chercher des performances sans avoir peur de dire qu'est-ce que je fais là, parce que Amandine, je la connais un petit peu. C'est une fille qui est très très bien élevée, très bien éduquée, qui est peut-être par moments, peut-être même trop timide pour mettre le coup d'épaule et le coup de coude. Et ça, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert. Et aujourd'hui, je suis persuadé que tu peux encore passer ce fameux gap. Au-delà de la technique, c'est avec la confiance que tu as accumulée depuis de nombreuses années. Et effectivement, en emmenant des jeunes avec toi, puisque voilà, ça fait toujours du bien d'être entouré. Mais jour de championnat, Amandine, ça y est, hein, tu as l'expérience nécessaire, tu as le palmarès pour arriver décontracté. Je connais bien ton entourage aussi. Ils sont tous à fond derrière toi. On est tous derrière toi, nous toujours derrière nous Français. Mais franchement, tout peut arriver, comme l'a dit Tonio. Sincèrement, même pour une médaille, l'année dernière, 5 aux Europes, c'était très roulant, c'était particulier. Célia Géry a battu Schreiber. Qui allait mettre une pièce sur Célia? En tout cas, pas moi. Donc voilà, comme quoi tout est possible sur les courses d'un jour. Donc j'ai envie de te dire, fonce, hein, fonce. Ouais, non, carrément. Et le maillot, il change quelque chose ou pas? Parce que là, évidemment, Antonio, t'es pas concerné, mais Steve et Amandine, quand on part en Belgique, non mais c'est une question sérieuse, on rigole, mais c'est une question sérieuse parce qu'on l'a évoqué encore ce week-end avec Felipe Hort en disant bon, c'est pas forcément le plus respecté. Quand on arrive en Belgique sur des coupes du monde, aux Pays-Bas, etc., quand on a le maillot de champion de France élite, est-ce que c'est plus facile pour se faire une place ou pas? Je sais que c'était Benidorm après et que ouais, des Belges m'ont aussi félicité, donc ça fait plaisir de voir qu'on est un peu plus remarqué. J'avoue qu'avec mon premier titre, du coup que j'avais eu, c'était un peu la période Covid, etc. C'était un peu particulier, mais là, je pense aussi du fait que j'avais fait un peu plus de résultats en Coupe du Monde, ouais, je me faisais un peu plus remarquer, quoi. Steve, tu confirmes, quand tu avais ton année avec le maillot de champion de France, est-ce que c'était plus facile pour frotter? Est-ce que tu pouvais plus te faire la place au départ, dans les parties techniques, ou ça n'a rien changé? Moi, ça n'a pas trop changé au niveau international. Au niveau français, oui, tu es plus respecté, mais par contre, tu te mets aussi une certaine pression parce que tu sais que tu es attendu, tu n'as pas trop le droit de faire parmi les etc. Donc, c'est pas du tout un fardeau, mais il faut savoir l'assumer, ce maillot de champion de France. Et c'est pas toujours évident, mais il est tellement beau, puis quand tu as les liserés à vie, il n'y a pas de problème. Tu peux nous les raconter, tes deux sacres, Amandine? Comment tu les as vécus? J'imagine que le deuxième est encore plus frais dans ta mémoire, mais quel souvenir tu gardes des deux? En fait, le premier, c'était que j'étais pas attendue. Et je sais pas pourquoi, mais je voyais beaucoup les articles de Hélène et Marion en disant que c'était elles les favorites, etc. Et je m'en souviens avoir dit justement à mon copain, mais pourquoi ils parlent que de elles? En fait, ça m'avait un peu énervé. Et au final, voilà, j'ai réussi à gagner. Et après, j'étais un peu, voilà, pas attendue. En plus, j'étais espoir. Du coup, j'avais pris les deux maillots cette fois-ci. Donc, c'était un bon souvenir, mais
ce que je regrette, ouais, c'était la période Covid, donc un peu moins de monde. C'était un peu plus triste. Et puis cette année, et ben là, j'avais du public, le club des supporters était là, donc je me sentais un peu poussée. Euh, je pense que je voulais un peu le même scénario qui s'était passé, sauf que là, ça se passait pas pareil. Donc j'avais essayé d'attaquer, je les avais quand même un peu distancés. Et puis après, en fait, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un, je crois que c'était de l'Ice Bike, qui était comme si les filles elles étaient juste derrière moi. Du coup, je me suis relevée alors qu'elles n'étaient pas encore rentrées. Et après, bon, du coup, j'ai fait les planches et après, je me suis pas retournée et je me suis dit, il faut que je gagne, quoi. T'as changé un petit peu ta manière de courir. Je me rappelle de toi il y a quelques années, on te voyait partir très très vite. Et puis souvent t'avais un petit coup, on est d'accord, je pense qu'on va tous être d'accord. T'avais un petit coup de moins bien, t'avais un petit peu de mal à trouver ton second souffle et après tu revenais. On a vu justement les années là, l'année dernière et l'année d'avant, un peu plus calme en début et plus linéaire. Peut-être la route qui t'a fait du bien ou t'as changé aussi ta façon tu t'es un petit peu calmé sur le départ et t'essaies d'en mettre un petit peu moins. Ouais, c'est surtout cette année enfin, ouais, que cette année que c'était un peu comme ça. Après, l'année dernière, c'était encore un peu, mais euh, je pense que bah, physiquement, déjà, enfin, j'ai quand même passé un cap, mais comme je disais, je pense que je pars un peu trop prudemment et du coup, ouais, il me manque des fois, bah, je prends pas le premier wagon, on va dire, et une fois que les 20-30 secondes sont prises, celles-ci, elles sont très très compliquées à reprendre sur un final de course. Mais non, je pense que mes départs étaient un peu plus prudents. Mais voilà, je pense que cette année, il va falloir pas non plus repartir à bloc comme avant, mais réussir à un peu avoir cet entre-deux qui fait que je perds pas le wagon, mais que je sois pas à bloc et que je pète et que je trouve pas mon second souffle. Steve parlait tout à l'heure des différents tracés, notamment des Belges qui sont plus étriqués avec des virages plus serrés, etc. Quels sont tes circuits préférés sur lesquels on va t'attendre cette année? Et bah en fait, je pense que quand on voit mon profil, tout le monde me dit ouais, elle adore les terrains secs, etc. Et au final, bah, en fait, je me sens bien à l'aise dans les circuits un peu gadou, glissant, quoi. Pas de la gadoue qui colle, mais ouais, de la gadoue qui glisse. Genre Termonde? De la boue liquide Non, quoi. non, ça, dans Pas Dermont, Termonde. c'est pas. Non. Mais la question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il y a des coureurs qui aiment Termonde? Bah Wout, non? Wout. Ben, je pense que c'est le seul. Florent Manodou aussi, je pense. Parce que Termonde, Kipchoge, à mon ouais. avis, doit bien l'aimer, Termonde aussi. Termonde, pour ceux qui ont jamais vu, quand il commence à flotter un peu la semaine avant, t'as ça de bout, hein. Ça C'est devient, c'est presque plus du cross, hein. C'est Ouais, presque de non. la natation. Et du Bon, coup, on est je vais au- quasiment à 20h30. On t'avait promis de te libérer à 20h30. Quand même, une dernière question. Aujourd'hui, ton quotidien à La Plagne, il ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on se prépare à quelques semaines du début de la saison? Est-ce que tu peux nous faire, pas une journée, mais peut-être une semaine type? Bobsleigh, raclette. Ouais, Eh ben, déjà, fondu. le petit-déj, après on a apporté le chien est avec nous, donc faut sortir le chien, petite balade le matin. Et puis ensuite, bah, entraînement et les après-midi, si j'ai footing, ou alors muscu, ou sinon repos. Et mon copain est aussi avec moi, donc il me masse aussi, donc c'est vraiment pas mal pour la récup aussi. Et puis après, voilà, les soirées sont après un peu plus courtes, donc je me couche pas trop tard. En plus, c'est aussi bien pour la récup. Et voilà. Et tu redescends quand, du coup? Tu vas retourner Euh, chez toi dans les prochains jours ou c'est encore prévu encore une dizaine de jours? mercredi 15, je rentre, mercredi 15. Et Et pour un pour retour au repartir, compète le 19? ouais, c'est ça, ouais. Bon. Exactement la même journée type que Steve, mais juste pour sortir le chien. C'est le seul point commun. Sinon, Et le soir aussi. le soir. Sachant qu'on Ah oui, mais moi sachant aussi, qu'on a un le soir. Shiba tous les deux. Ouais. Ah, vous avez le même? Bah, on a le même. Non, mais moi, toi, j'ai mon Steve, doudou, elle a son doudou. toi, oui, bah, j'imagine bien que c'est pas le même chien. Mais toi, c'est pas vraiment un chien. Je l'ai vu plusieurs fois, c'est un renard. Donc, ne fais pas croire aux gens que... Bah, c'est pareil. Bon, vous aviez d'autres questions ou est-ce qu'on libère Amandine? Non, bah merci Amandine. Moi, je te souhaite un C'est très, tout bon très, pour très, moi. très bon retour en cyclocross. Et puis, on pense fort à toi. Et bah écoute, force à toi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Bonne Amandine. saison. Merci. Salut À Amandine, très vite. bisous. Salut. Salut. Bon, c'était pour la première partie invitée.
Comme d'hab, super, très enrichissant et on retrouvera donc très vite Amandine, hein, vous avez compris, dès ce mois d'octobre, notamment à Overrace. Overrace, ce sera de mémoire le 26, je crois, pour la deuxième manche des Super Prestige. Ça doit être Il me ça. semble. Il me semble que, ouais, enfin toi tu connais pas le calendrier, hein. Tu vas pas nous avoir en bluff comme ça en plein pendant la Dips Weekend. 26 octobre. En plein pendant la Dips Weekend, il commençait à me demander quels étaient les crosses du week-end prochain, alors que ça fait 6 mois qu'on dit que ce sera le championnat du monde de Et gravel. c'est qui Overice, Tonio qui commence? Ah, ça je sais pas par contre. Là c'est vous Tonio, en c'est êtes. Tonio. Ah, si, c'est Tonio. Heureusement qu'il y en a un qui tient debout. Mulbeke. Allez, on va faire un bon quart d'heure sur Mulbeke. On a le temps, voire même un peu plus, avec 2 belles courses. Steve, fais-nous rapidement le moi, résumé de ce qui s'est passé. Je vous dis tout Toi, de suite, t'as rien vu? j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu les filles. Ok, les filles, Steve va nous Enfin, faire un j'ai vu résumé quelques passages, assez mais j'ai pas vu. rapide. Par contre, j'ai regardé les hommes. Il y avait les 2 Crélans. Il y avait Van der Heyden et Norbert Riberol. Il y avait Alicia Frank. Il y avait Annick Van Alphen. Et la plupart des cadors étaient à la maison. Et c'est vrai que Steve, avant le début de la course, on avait peur d'un cavalier seul de l'une des 2 Crélans. Et on a eu tout l'inverse. Oui, alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on était sur un circuit qui était très sec, dépourvu de difficultés. Donc, effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait un jeu d'équipe et que par rapport à ce que l'on a connu l'année dernière, on s'attendait à ce qu'une Inge van der Heyden, effectivement, ou une Marion Norbert Riberol fasse le départ, prenne 10 secondes et que ce soit plié. C'est presque ce qui s'est passé, puisqu'on a eu Inge van der Heyden qui est partie assez rapidement après la seule partie, j'ai envie de dire, où on pouvait faire des différences, c'était après le bac à sable. Elle a pris 5-6 secondes. Et tout de suite, on a vu une Van Alphen prendre le lead devant Marion Norbert Riberol et devant Alicia Frank pour boucher le trou. Et elle a mis beaucoup de temps, énormément de temps avant de revenir sur Van der Heyden. Et on s'était dit, Jérém, que c'était du cousu humain, soit pour Marion Norbert Riberol, parce que effectivement, elle se faisait emmener. Et puis finalement, Marion a été victime d'un problème mécanique. Elle a déraillé dans une partie pédestre et elle n'a pas pu repartir. Et puis on a eu une Annick Van Alphen, excuse-moi Jérém, je tiens à le dire, qui techniquement a été très 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 forte, mais qui malheureusement, un petit peu ce que nous disait Amandine, a eu un petit coup de retard, n'a pas chopé le bon wagon du début, a fait trop d'efforts, et puis finalement au sprint, il lui a manqué le petit truc pour aller chercher la victoire. Donc victoire de Inge Van der Heyden devant Van Alphen, d'un petit vélo, 3e Alicia Frank, qui elle aussi, je trouve, a fait un très très bon retour pour une première à ce niveau-là. Personnellement, je m'attendais pas à l'avoir à ce niveau-là. Et puis on a eu une Marion Norbert Riberol qui termine 4e, sur un terrain qui on va dire qu'il ne lui plaît pas plus que ça. On sait que Marion, c'est la spécialiste des chantiers et des gros bourbiers, donc mais très 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 belle course de Van Alphen. Honnêtement, c'est elle qui m'a le plus impressionné. Van der Heyden, on connaît ses qualités, on sait que c'est une joueuse qui joue le top 5, voire des fois mieux. Mais là, Van Alphen, Jérém, si tu peux toi aussi me donner ton avis, je l'ai trouvée très très forte. Déjà, tu dis les joueuses, comme Anthony perd très vite cette habitude. Personne ne dit les joueuses. Et Van Alphen. Si. Non, dis les joueurs ou les joueuses. Non, les joueurs, c'est au foot, c'est au rugby, c'est au basket. Ah, c'est quand tu vas jouer le mardi soir avec tes copains de remirement. Là, c'est des joueurs. Voilà. Là, oui, c'est des joueurs. Non, Van Alphen, comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé très très forte. Et d'autant plus qu'elle n'a pas joué sur sa capacité première de passer les planches à vélo. Elle a essayé au premier tour. Elle a senti que c'était un petit peu haut et que c'était compliqué, donc elle a tout fait à pied, donc elle n'avait pas cette carte joker dans sa botte, et malgré tout, elle est plutôt maligne dans son approche à la fin, parce qu'elle fait l'effort à la sortie du dernier bac à sable pour rester collée dans la route Van der Heyden. Elle lance le sprint d'un peu loin, mais pour prendre l'intérieur, parce que ça arrivait dans un stade. Donc il fallait prendre l'intérieur de la courbe, où c'était en plus le plus dur, parce que sur l'extérieur, c'était un petit peu plus mou, on sentait qu'il y avait plus et que c'était un peu chargé. Donc je suis assez rassuré parce que Van Alphen, on l'a vu quand est-ce qu'on l'a vu finalement dans les premières positions, il y a 2-3 ans au Super Prestige de Beaume, et depuis il y a pas grand-chose. Maintenant, c'est vrai que je vois vos remarques dans les commentaires. Oui, le niveau était plutôt faible, c'est un exact cross de reprise. Donc t'avais pas Brandt, t'avais pas Alvarado, t'avais pas Van Empel, t'avais pas Peterson, mais on fait avec les présentes et tout ce qui est pris est plus à prendre. Maintenant, est-ce qu'elle pourra passer le cap? Je sais pas. Pardon. Je dis, et les absents ont toujours tort. Ils ont toujours tort. Je suis pas d'accord avec ça. On avait quand même Marion Norbert Riberol qui est championne de Belgique en titre. On avait quand même, il manquait les grosses têtes d'affiche. Mais par rapport au mec, oui, non, mais je suis d'accord, Jérém. Mais il n'empêche que entre Van der Heyden et Marion Norbert Riberol, on parle de top 10 réguliers et de concurrentes qui vont très très loin chercher des très grosses performances. Et là que Van Alphen et effectivement qu'Alicia Frank
soit à leur niveau, moi ça me fait penser vraiment qu'ils ont franchi un bon cap et qu'ils sont prêts en ce début de saison. Il suffit de regarder aussi l'écart avec celles qui ont un petit peu plus d'expérience, même si c'est vrai que je l'ai pas mal sabré samedi. Betsema, elle prend une tôle encore. Ah, mais Betsema. Oui, mais bon, Ouais, non mais 39, ouais. non mais attends. Ah, mais est-ce que Betsema aujourd'hui elle sert encore de valeur référence? Parce que Betsema, quand elle est au départ, même d'un exact cross comme ça, tu mets pas forcément une pièce sur elle pour monter sur le podium. Moi, je préfère raisonner par rapport au Crélan. Sincèrement. Je suis d'accord avec toi, je suis assez d'accord, mais malgré tout, je pense qu'on avait une très très grande Van Alphen qui techniquement était un petit peu mieux et qui a passé un petit cap peut-être physique pour être rapproché. De toute façon, comme je l'ai dit, c'était un circuit où il fallait pas louper le wagon et voilà, vainqueur Van der Heyden. D'ailleurs, il y avait une question sur l'hashtag LRP, on disait elle fait n'importe quoi Van der Heyden, elle est devant et puis elle va se faire bouffer, machin. Parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ouais, mais sur un cyclocross aussi roulant, d'ailleurs, quand on reparlera de Brumat tout à l'heure, 10 secondes, c'est énorme. 10 secondes, c'est énorme. C'est énorme. Tu te mets à ton train. Si le mec il revient à 5 secondes, ça veut dire que pour reprendre ces 5 secondes-là, il est obligé de faire un effort de folie. Donc, non, il vaut mieux être devant. Sur les circuits roulants, c'est mon frangin qui me disait ça. Circuit rapide, départ rapide. Faut être devant tout de suite. Et effectivement, à Meulebec, il fallait être devant. Et c'est Van der Heyden qui a pris le meilleur départ. Donc, voilà, je vais pas dire qu'à la fin du premier tour, le classement est fait, bien au contraire, parce qu'on en a rien à foutre du classement à la fin du premier tour, mais sur ce genre de parcours, un petit peu à l'image de Brumat aussi, Tonio. Pas pareil, c'était pareil. Si tu prends un bon départ, si tout de suite tu es dans les 3 premiers, c'est très très compliqué, soit de te faire sauter le caisson, soit à l'inverse, d'aller de réussir à reboucher un trou. Donc non, c'est pas facile. Arrêtez de dire que Steve est très fort au basket, c'est faux. Moi, je l'ai vu jouer. Il met pas un panier. C'est notre meneur de jeu, c'est Eli. C'est tous les gars du club qui viennent mettre des commentaires. Ils leur disent, les gars, mettez des commentaires. Et puis surtout, Tonio, faut quand même rappeler que quand on est venu dans les Vosges, on a fait un petit concours de lancer franc, il n'a pas mis une dedans. Donc le basketteur, il va falloir qu'il bosse un petit peu sa technique, un peu comme ce mec. Je mens. Les yeux dans les yeux, je mens. Ouais, tu mens. T'es vraiment un escroc. Bon, la course des garçons, parce que la course des garçons, pour le coup, pareil, il y a eu beaucoup de suspense. Et là, à part Iserbyt, qui revient de blessure et qu'on reverra pas avant le mois de novembre, à part Van der Poel Van Aert, plutôt fin novembre, début décembre, et à part Thibaut Nys, qui lui a communiqué son calendrier, Tonio reviendra pour le Koppenberg Cross, donc évidemment le 1er novembre, comme chaque année, à part ces gars-là, il y a tout le monde. Et là, il y a eu grosse baston. Après, Tonio, t'as regardé la course Ouais, j'ai vu la course par contre. Ouais. Niveau très homogène. Un Lorenz Swick un petit peu discret. J'attendais qu'il en mette une. Non, j'ai vu la course très discrète. Et puis il y a eu surtout course d'équipe. Il y a eu course d'équipe. On a eu un Michael Van Torenhout. C'était la petite question que tu as mis sur les réseaux. Laquelle des deux équipes sera la meilleure en fin de saison? Michael Van Torenhout est scellé. Qui a essayé un moment un petit peu de tendre un petit peu le bordel, mais il n'a pas réussi. Derrière, il y avait les Weezer, il y avait les Sweck, il y avait les Van de Bosch, tout ça. Donc, et puis à la fin, ça se joue. Enfin, je pense que tu vas plus détailler la course que moi, Steve, mais Weezer est pas en facteur. Ça se regroupe. Il y a Van de Bosch qui met une tape sur le cul à Sweck en disant c'est bon, on a fait le boulot. Et puis après, clairement, ils endorment Van Torenhout. J'ai envie de vous dire. Je vais pas dire c'est bien fait parce que ce serait méchant, mais pour le nombre de fois où les Powells l'ont fait, que ce soit aux Alpecin ou au Crélan, pour une fois, et ils ont eu la monnaie là. Et maintenant, est-ce que Michael Van Torenhout va devoir changer sa stratégie de course? Je pense dans les cyclocross à venir, parce que là, ils étaient tous là. Il y a encore Emil Verstringue aussi qui va revenir. Donc attention, tant qu'Elie ne sera pas là. Parce que eux, ils seront que 2, mais ils seront très malins et aussi très forts. Mais les 4-5 jeunes loulous là, qui sont des morts de faim, ils vont leur mener la vie, je pense. Alors justement, on va faire le débat. Steve, on va faire le débat. Alors simplement pour préciser, c'est en réaction à ce qui s'est passé ce week-end. Donc on n'exclut pas les Baloises parce que les Van der Haar était là et Renard. Il est à moitié tombé dès le premier tour. Il était loin, Renard. Donc il a fait ce qu'il a pu et on n'exclut pas non plus les Alpecin. Parce que Van de Putte est tombé et Michels, Michels était un petit peu plus loin effectivement. Mais par rapport à ce qu'on a vu, on a un gros collectif de la Crélan qui a fait ce que fait d'habitude la Powells.
La Powells qui, on l'a dit, sera privé d'Iserbyt, mais Iserbyt va finir par revenir en novembre. À partir de janvier, il y aura Gerben Kuipers également qui appartiendra à cette équipe. Donc on peut se poser la question aussi de est-ce que Gerben Kuipers va pas commencer un peu plus tôt que la prise de son contrat à jouer la carte de l'équipe. Il n'était pas dans le coup ce week-end, mais c'était la première course. Et de l'autre côté, bah, t'as une équipe Crélan qui, chez les dames comme chez les mecs, joue la carte de l'équipe à chaque fois, avec Sweck, avec Wither, avec Van de Bosch. Là, il y avait Whitsummison, mais il y aura effectivement, et t'as raison Antonio de le rappeler, Verstringue, qui je pense a pris quand même de l'épaisseur et pas mal d'étoffe par rapport à sa saison sur route. Donc on va centrer le débat sur les deux principaux collectifs, la Powells ou la Crélan. D'après vous, qui sortira grand vainqueur de cette saison? Steve. Moi, je pense la Powells. Non, moi, je pense quand même la Powells et on en a discuté un tout petit peu avant, les gars, et je me suis fait une petite note d'ailleurs pour vous donner des petits arguments et pourquoi je vois la Powells meilleure que la Crélan. Déjà, pour une chose qui me paraît essentielle, c'est que Van Turenhout et Elisabeth sont beaucoup plus connectés que les Crélan. Vous avez vu la petite tape dans le dos qu'a mis Van de Bosch à Sweck. Ça, c'est le genre de truc qu'on le verra jamais entre Iserbyt et Van Turenhout. Ils savent où ils sont. Vous me chabriez tout à l'heure sur le basket. Quand on joue, non mais quand on joue ensemble, quand tu joues au paddle, Jérém, et que tu sais très bien où est ton équipier, en cyclocross, c'est hyper important de savoir où, quand, comment le faire. Et les deux là, il n'y a pas à chier. Ils sont connectés. Donc déjà, ils sont connectés. Donc j'ai presque envie de dire, le seul endroit où on pouvait le faire à Meulebec, je pense que c'était juste avant le bac à sable et à la sortie. Les Crélans, c'est pas là qu'ils l'ont fait. Et là où est sorti Wither, c'est pas vraiment sur un coup tactique des Crélans. Hein. C'est vraiment parce que Van Turenhout était comme ça, et puis juste personne n'a roulé. Mais ils ont pas fait le jeu d'équipe à proprement parler. Hein. Attention. Donc après un petit peu. Ouais. On voit quand même Sweck qui vient un peu tasser sur un virage, prendre le virage et vraiment. Il vient mettre le coup d'épaule. Lui dire je suis là parce que il a fait une relance complètement molle. Oui, mais pas la relance. Il fait pas la relance, mais je trouve que ça a été, on va dire, très gentil le coup des Crélans ce week-end. Très clairement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que clairement, Iserbyt et Van Turenhout sont copains. C'est-à-dire que eux, 365 jours de l'année, ils sont ensemble. Wither, il est pas avec Sweck. Le petit que tu disais tout à l'heure, Verstringue, il a fait toute la saison World Tour. On est sur des coureurs quand même qui sont malgré tout des individualités. C'est-à-dire que chacun veut se faire un palmarès. Et c'est justement mon troisième truc par rapport aux joueurs. Analphabète. Non, c'est que Iserbyt et Van Turenhout ont déjà un palmarès. Oui. Eux, ça les dérange pas de perdre. Quand vous vous appelez Joran Wither, vous avez jamais été champion de Belgique, vous avez gagné un super prestige dans votre carrière. Est-ce que vous sacrifiez vos chances de gagner un super prestige pour laisser gagner un coéquipier? Ça, j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, les trois arguments qui sont plus copains, plus connectés et ils ont déjà un palmarès font que ce sera eux les loulous collectifs de l'hiver. Pour ton dernier point, avant de donner le droit de réponse à Tonio, il y a quand même Loren Sweck qui a beaucoup gagné, qui a été champion de Belgique. Et là, clairement, ça n'engage que moi, peut-être trop gentil, mais je pense qu'il avait largement la gagne dans les jambes ce week-end et que là, il a fait un cadeau. Mais Loren Sweck, c'est celui qui a le plus gros palmarès de chez Crélan parce qu'il a été champion de Belgique et voilà. Mais les autres, c'est des jeunes loups. Je vois mal un jeune loup être capable de gagner un super prestige, se dire mais je suis là, on est 4 pour la gagne. Hein, et moi, j'aimerais bien que ce soit moi qui gagne parce qu'à un moment donné, ça va leur traverser la tête. Que chez les deux autres, rien à foutre, c'est toi ou moi. Point barre. Donc voilà pourquoi je pense que ce sera les Powells. Parole à l'avocat de la Crélan, et pas seulement parce qu'il a ramené toute une flopée de bonnets l'année dernière pour son déplacement. Parce qu'il a un compte en banque là-bas. D'ailleurs, je les ai rangés tout à l'heure, les gamins les avaient emmenés ce week-end. Non, moi j'ai pas préparé de points. Moi, il y a deux, trois choses. Déjà, on l'a vu passer dans le chat tout à l'heure. Est-ce qu'Elisabeth va revenir au niveau qu'il était? Ça déjà, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va revenir? Alors, il va revenir en décalé. Là, on l'a vu, il a repris l'entraînement. Il va revenir en décalé. Est-ce qu'il aura? Au niveau de la connexion, je suis tout à fait d'accord avec Steve. Ça, y a pas de problème. On le sait, les deux, ils sont cul et chemise. Voilà. Donc ça, y a pas de souci à ce niveau-là. Après, moi, au niveau de la Crélan, je me dis quand même, les gars, c'est bon, les Powells, je l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont fait à tout le monde. Ils l'ont fait aux Alpecin. On se rappelle l'année dernière, c'était le cross urbain. Courtrai. Courtrai. Ils l'ont fait aux Baloises. Ils l'ont fait aux Alpecin. Rappelons quand même qu'Alpecin et Crélan, c'est un peu la même maison quand même. Donc au bout d'un moment, le seul effectif pour moi qui va pouvoir jouer contre deux gars, certes ils seront beaucoup moins, même la moitié moins à chaque fois,
mais les seuls qui peuvent jouer, c'est les Crélans. C'est pas les Alpecin qui vont aller jouer. Yenty Mikkels et Nils Van de Put. Van de Put, quand il va revenir, enfin, il était déjà là, mais voilà, quand il va mettre des grands coups, ça va pas jouer. Mais je pense réellement que la seule équipe au jour d'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des Baloises, je sens pas trop entre, tu vois, Pim Renard, Van der Haar. Bon, il y a Neis qui arrive. Hein. Ouais. Bon. Bah oui, quand même, champion d'Europe, champion de Belgique. Faut pas le sortir de l'équation. Hein. Mais là, on fait le débat des collectifs par rapport à ce qu'on a vu ce week-end. Et si je le lance aussi, c'est parce qu'on a eu quasiment 150 réponses sur le sondage et que c'est du 52-48. Donc c'est quand même très diversifié. Il y a Ludovic qui parle aussi de Del Grosso. Oui, non, mais on peut parler de tous les collectifs. Voilà. Et puis il y aura Van Der Poel, etc. Mais là, vraiment, si on considère les deux effectifs qu'on a vus ce week-end. Pour moi, les seuls de toute façon qui peuvent jouer contre la Powells par rapport aux forces qu'ils ont, certes ils sont peut-être un petit peu moins forts. J'ai envie de te dire que les 4-5 Crélans réunis à eux, au niveau forme physique et et mentale et aspect de la course, technicité, stratégie, on va dire, valent les deux pour moi. Mais je pense que le surnombre peut faire basculer le truc. En tout cas, j'espère. Il faudra le faire. En tout cas, il faudra le faire intelligemment. Plus intelligemment, certes, que ce week-end. Exactement. Et j'ai envie de dire à la manière de Vanthourenhout et d'Iserbyt. Et moi, la seule chose pour revenir sur Michael Vanthourenhout, tu disais tout à l'heure, Jérém, qu'il a quand même attaqué, ou c'est toi, Tonio, qui disait ça. Moi, j'ai trouvé un Vanthourenhout qui a couru en patron. C'est-à-dire, à aucun moment, il a laissé deux Crélans devant lui, oui. Parce qu'il savait très très bien, voilà. C'est lui qui a décroché la première banderie au bout de 30 minutes. Il en a remis une à 50 minutes. Pour moi, il a voulu courir en patron, mais clairement, il n'était pas au-dessus du lot. Par contre, il était quand même très costaud pour aller chercher une belle troisième place. Et puis, il s'est fait avoir sur un circuit roulant. On sait aussi que Michael, attention, il a été champion d'Europe à Namur. C'est un mec qui adore les bourbiers. Donc, oui, c'est pas non plus sur les terrains qu'il adore. Pour moi, je pense que Michael était très très fort ce week-end. Mais c'est clair que de toute façon, dès que son copain Iserbyt va revenir, et puis Iserbyt s'il revient, les gars, vous vous posez tous la question, si Iserbyt y revient, il va pas revenir pour faire 15e, il va revenir pour faire pour jouer à nouveau le top 5. Il préférera retarder sa rentrée. Lui, il en a rien à foutre de courir après les start contracts et se dire je serai pas classé au super prestige et tout. Non, il a un contrat dans son équipe. Quand il reviendra quand il sera à 100%. Et il reviendra pour, dans un premier temps, reprendre sur un ou deux crosses ses marques avec Vanthourenhout et puis jouer la gagne derrière. Enfin, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Vas-y, Tonio, tu voulais dire un truc. Ouais, non, il y a Charles-Henri Desmarais qui est dans le chat et qui dit ne sont pas que deux chez Powells. Et d'ailleurs, je confirme effectivement parce que j'ai vu un Jordi Corsus très très costaud du côté de Brumat, on en parlera tout à l'heure, qui a résisté. Alors certes derrière c'était pas non plus des Vanthourenhout, c'était Whitson Meusen et Yenty Mikkels qui avaient d'ailleurs couru la veille chez vous en Belgique, qui était arrivé à Brumat. Il est parti dès le premier tour. Ils sont revenus à 5-6 secondes de lui et il a jamais craqué. Bon, après, ils se mettent une boîte chacun à leur tour. Donc voilà, il va gagner. Alors, hâte de le voir aussi courir dans le grand bain et le voir peut-être manœuvrer avec les Powells. Mais je pense quand même que ils sont pas que deux chez Powells, c'est sûr. Mais les habitudes et la complicité qu'ont Vanthourenhout et Iserbyt, je vois difficilement quelqu'un venir s'immiscer dedans. Non mais Pierre, avec tout le respect n'oublions pas quand même non attention, le Corsus très fort, Steve. Tu verras. Ouais, mais de là à jouer devant au même titre qu'un Van de Bosch, qu'un Verflinge, qu'un Lorenz Weck, qu'un Joran Wieser, pour moi les trois gamins de chez Powells, les Corsus, de Breukere et Kenai de Meyer, ils sont clairement un cran en dessous. On sait que la Powells, ils veulent de toute façon aider les jeunes, les U23. On sait que chez eux, c'est important. Il y a le super prestige U23, il me semble, etc. Mais en élite, non. Pour moi, les deux Powells qui se dégagent, et ce sera compliqué de jouer avec d'autres équipiers, pour moi, c'est clairement Vanthourenhout et Iserbyt. Ça, c'est sûr. Et surtout que eux, pour le coup, ils ont aucun scrupule. C'est-à-dire que ce qu'a fait à demi-mot Lorenz Weck en venant taper du coude, etc. S'il y a qu'une trace et qu'il y a moyen de prendre 5 secondes sur un enchaînement de virages, ils vont le faire. Et je pense aussi d'ailleurs, et ça me permet juste de revenir sur ce que je disais et ce que disait Charles-Henri, je pense que la venue de Kuipers
c'est aussi en ce sens. C'est-à-dire que quand tu as deux coureurs qui jouent les premiers rôles et que tu en as un qui blesse, tu as 50% de ton effectif qui est out. Donc attention à Kuipers lorsqu'il va arriver en janvier, parce que nous on parle de janvier, le France et le mondial, fin janvier, la saison elle est over. Non, eux ça va Non, jusqu'au pas 20 pour eux, février. oui. Ouais, mais Donc, bon, t'es quand même déjà bien avancé, quoi. bien avancé, mais pour le Les championnat de classements, Belgique, pour le oui, championnat de oui. Belgique par exemple, Ouais. il, Bah, ils il sont sera là là. le copain. Oui. Ouais. Il sera complètement là. Vous savez quand Del Grosso va revenir? Non, personne n'a l'info sur Del Grosso, j'imagine. On a simplement le programme de Thibaut Neis, une bonne grosse vingtaine de crosses, Antonio. Ouais, Mais c'est bon, sorti ça. tout à l'heure. J'avais deux petites Ouais, ça, c'est infos cool. et tout à l'heure j'ai vu passer la deuxième dans le chat, mais je vais la relayer quand même. Donc ouais, Thibaut Nice qui sont son calendrier aujourd'hui, 22 crosses. Alors ça me paraissait beaucoup, mais en fait j'ai regardé l'année dernière, il a déjà fait 22 cyclocross. Il reprend un petit peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, il avait repris mi-octobre. Je sais pas où est le trou, parce que j'ai pas tous tes pieds, mais bon, il y a un trou quelque part, parce qu'il fait le même nombre de cyclocross. Et ce qui fait, l'année dernière, je me souviens Noël, que Nouvel An, après, peut-être Tonio, non? Si, il ouais, en fait plein à Noël. oui, non, mais après Dublin, il avait coupé l'année dernière, il me semble. Ou avant Dublin, il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait à un moment jour, donné, il en était avait fait parti en moins. stage, il avait coupé. Donc voilà, affaire à suivre. 22 cyclocross, c'est quand même, C'est énorme. c'est quand même top C'est bien, c'est pour un, propre, pour c'est un, propre. pour un routier. Et puis la deuxième petite info qui est sortie tout à l'heure, alors ça reste une rumeur pour l'instant, ça serait que Sanne-Cant pourrait rejoindre la SD Works en tant que, je sais pas si on dit directrice sportive ou directeur sportif. Oui. DS, on va Mais dire. ça fait quelques jours que c'est sorti et pour l'instant c'est pas ouais. officiel. Bah là, il y a encore eu un truc qui est passé tout à l'heure, visiblement sur la Sportza. Donc Ok. voilà, c'est pas officiel, Jérém, mais bon. Mais Jérém, on s'est posé la question samedi à Meulebec, de dire quand même que Sanne-Cant avec 13 ou 14 titres de championne de Belgique d'affilée, triple championne du monde, ce serait quand même incroyable qu'elle ne soit pas dans une structure, en tout cas pour aider les filles à gérer ce qu'on parlait tout à l'heure avec Amandine, de la fameuse pression, de plein de choses, d'un apport technique dans le sable. Mais c'est ça quand même reste l'une des surprenant. meilleures athlètes. Ouais, Si, moi, si, ce qui si me elle arrive à SD Works, c'est pas surprenant parce que SD Works, il y a Schreiber et Vass, mais c'est pas non plus une structure 100% axée vers le cross. C'est ce qui me surprend un petit peu et on sait qu'elle est très attachée à la marque, notamment Stevens en cyclocross où elle a fait quasiment toutes ses grandes années là-dessus. Moi, je l'aurais plutôt vu justement chez les 777 ou autres qui roulent avec ces marques-là, où c'est vraiment des équipes avec que des cyclocross women. Voilà, j'étais un petit peu étonné de la nouvelle, voilà. Mais bon. Ok, on a 5 minutes encore pour parler de Brumat. Les pronostics pour les championnats d'Europe, ça sera dans longtemps, parce que les championnats d'Europe, c'est le deuxième week-end de novembre, donc on aura largement le temps d'y revenir. Brumat, t'étais sur place, t'as commenté la course, t'as même été interviewé par France 3, Tonio, t'étais un petit peu la star du cyclocross. Raconte-nous tout ce que tu as vu là-bas. Alors Brumat, les deux courses se sont courues exactement de la même façon, et deux coureurs de la Powells. Alors attention, c'est plus la Powells si belle machin, vous avez vu, c'est Altez maintenant. Ouais, mais c'est la Powells. Powells. Ouais, mais bon, moi j'aime bien dire Powells. Non, mais attends, voilà. tu vas donner des leçons de prononciation à un gars qui dit encore Fidea plutôt que Baloise. Ouais, donc, mais Fidea, c'est combat perdu. Dans nos cœurs, Fidea jamais. Non, les deux courses se sont disputées de la même façon. Bon, on avait chez les filles Léonie Bedvel qui faisait, qui était la grosse tête d'affiche. Elle est partie dès le premier tour. Personne, c'est Lison Després qui s'accrochait un petit peu pendant un moment. Et derrière, on avait Molen Graff et Julie Browers qui sont revenus elle un petit peu plus gentiment pour venir compléter le podium. Voilà, bon, un très très beau circuit du côté de Brumat. Il y a eu vraiment un gros boulot. Je sais pas si vous avez, Steve, t'as vu, c'était magnifique. Les plans de drone là sur la partie haute du circuit au niveau de la plaine, tout avait été travaillé avec un énorme bulldozer. Donc voilà, un très très beau circuit. Et sur les hommes, écoute, chez les hommes, on a eu justement un Jordi Corsus qui a fait la même chose, parti dès le départ. Whitson Mason et Jenti Mikkels beaucoup plus loin au début, un petit peu de temps à mettre en route. C'est Victor Van de Puder qui a chassé un long moment. Et puis à peu près mi-course, ils sont revenus tous les deux, ils sont sortis derrière. Jenti Mikkels a fait une première erreur, donc Corsus reprend de l'avance. Les deux se regroupent encore une deuxième fois derrière. Cette fois-ci, c'est Whitson Mason qui chasse. Et là, cette fois-ci, ça rentre. D'ailleurs, moi, je pense, je dis à l'antenne, ça va rentrer. Il va se relever devant pour se refaire un petit peu. Et en fait, ils se mettent une boîte tous les deux dans le sous-bois, mais une boîte assez forte. Et là, Jordi Corsus est revenu à 3 secondes de lui et il repart. Il va finir ses deux derniers tours tranquille tout seul. Et donc voilà, il s'impose. Alors, il vole pas la course. Je pense qu'il a tenté dès le départ. C'était une bonne stratégie. Il a eu chaud, mais voilà, c'est passé. Donc deux beaux vainqueurs du côté de Brumat. Et puis côté français chez les hommes, j'ai beaucoup aimé la fin de course de David Menu, qui est revenu très très fort. À un tour ou et demi de la fin, il est à 10 secondes du podium.
Moi, Ouais, j'ai non, fait non, moi sixième, je crois. j'ai regardé la course en live sur d'ailleurs c'était Quel sur YouTube. menteur. Toi, c'est vraiment incroyable. Parce que Derek, je tu veux regardais. que je partage Attends. sur ce compte Instagram les échanges qu'on avait parce que j'avais ma télé qui était sur les championnats d'Europe et j'avais Oui, donc parce que tu mettais des messages sur le hashtag LRP que Louis-Pierre relayait, et après, je me dis, oui, je regarde Corsus. Mais il avait deux écrans. Ouais, bien ouais, sûr, ouais. mais c'est sur Max tu peux avoir le double écran, mais c'était pas sur Max, c'était sur C'est pas YouTube. sur Max. Et j'ai pas écouté les commentaires de Tonio parce que j'avais Voilà. la télé, j'écoutais T'as les écouté, Europes, mais t'as je écouté en regardais. mute. Je regardais effectivement la course YouTube et effectivement quand le petit Mikkels avec le grand Wissemussen était rentré à 3 secondes dans le bois, pour moi ils sont rentrés et les deux vont au tas. Enfin c'est Mikkels je crois qui part. Non, c'est Mussen qui part à la se faute. boite dans l'arbre. Il embarque le petit Mikkels qui crève aussi. Qui crève Et- dans la chute. Exactement. Donc non mais quand on dit qu'il faut avoir toujours ce petit coup d'avant, circuit rapide, il faut partir devant. Ça c'est automatique. Et non c'était une très belle course. Et puis chapeau, je suis d'accord avec toi Tonio, hein, les images rendaient très très bien. On parlait tout à l'heure et je tiens à le souligner. Franchement le parcours était top aussi parce que des fois on a l'impression Complet. qu'on veut nous faire des trucs à la belge alors qu'on n'est pas en Belgique, on n'a pas le même terrain. Il faut nous faire nos circuits et là j'ai trouvé chapeau Alexis de nous avoir proposé un très très beau parcours. C'est quoi, il y a des questions qui me font rire. C'est quoi les bons plans pour regarder les CX sans passer par Max? Je voulais qu'on vous dise, abonnez-vous. On va pas, Vous m'appelez en fast forward. Steve a un multiplex Faut m'appeler en cyclocross. FaceTime. Non, mais ça, on va terminer là-dessus, mais c'est du déjà vu, hein. Un jour où la connexion avait craché, pendant un petit moment, on avait filmé l'écran, hein, pour qu'on puisse commenter l'un et l'autre. Donc, c'est du déjà vu. Ah bon? Ouais. Bah, je me rappelle très bien de la course, donc fais pas genre que tu t'en rappelles pas. Ça peut arriver des fois que les machines soient en panne. Mais ouais, il y a un petit multiplex quand vous êtes chez Steve dans le salon, il y a un petit bip à chaque fois qu'il y a une chute, une crevaison ou une attaque, ça change d'écran. Il y a un réal aussi qui est aux manettes, donc il peut rien. Voilà. Il peut regarder les championnats d'Europe et le multi. Et puis très bonne question aussi, enfin pas très bonne question, il y a un Guillaume qui a intervenu un peu plus haut en disant bonjour à Steve et à Jérémy, il y a la troisième personne que je ne connais pas. Alors je vous présente Anthony Nicolas, qui est là quand même depuis 3 ans, hein, sur les podcasts, depuis à peu près 6 ans à Eurosport, et que vous retrouverez à partir de Rudervoorde 19. Exactement. Exactement. Et oui, On on a parlait fait du l'heure, point de hein, cyclocross. Ouais. On a fait l'heure, Ouais. et on parle que de cyclocross. Sinon, il y a Bistro Vélo à 18h pour parler de la route sur Eurosport. C'est les copains, vous pouvez aller voir aussi. Mais ici, là, on ne parlera que de cross tout l'hiver. Exact. Bon, rendez-vous lundi Finito prochain, messieurs. Oui, et déjà Même heure. demain pour toi, hein, sur Eurosport, avec Exactement. Binche. Demain, Binchim et Binche, et puis ce week-end, les championnats du monde de gravel, la course Très féminine samedi, et du côté Pierre de Binche. Valkenburg. Et Toujours avec modération, mais. Et 18 et 19, Essonne et Rudervoorde pour le retour des crosses dans 2 semaines. Et ceux qui Salut, viennent à les gars. Valkenburg ce week-end, je leur paye une bière à l'arrivée. Oh, Ah. eh ben on y va. Allez. non, mais envoyez tous un message à Tonio. Je vous rappelle, il sera au départ des championnats du monde de Valkenburg, chez les Masters, chez les plus de 40. Tonio, dimanche, tu fais honneur à bac à sable. T'inquiète pas que quand ils vont me doubler, tu vas me voir à l'écran, je te le dis. Vous les fous pas en l'air. Ciao les gars, bonne soirée. À vous. Allez, ciao. Bye. La Ciao. bise.